Bon, ça reste bien rempli comme moi, mais c'est un petit peu plus léger que ce qu'on a pu connaître précédemment. Donc, c'est un plaisir que j'ai à vous accueillir dans un rattrapage qui fera peut-être moins de 20 minutes. Donc ne perdons pas plus de temps et parlons des quelques films que nous avons loupés durant ce mois de février 2024. Bon, malheureusement, on commence avec du gras. Et du bon gras, quoi. Parce que sur le papier, je n'avais aucunement en tête que le premier film avait marché, mais bon, visiblement assez pour donner lieu à l'idée de mettre en place une suite au personnage développé par l'humoriste Jal, le temps d'un moment de 7e art qui n'était pas catastrophique, mais pas très bon non plus. L'œuvre que nous offre Franck Simière, déjà au travail sur le premier métrage, est dans la pure veine de ce que l'on a déjà subi il y a maintenant 2 ans, pour une œuvre qui est drôle pendant quelques minutes avant de rapidement et tristement sombrer dans une forme de facilité et de paresse créative qui consiste à recycler encore et toujours les mêmes blagues, pour un tout sonnant clairement comme assez pauvre dans son genre, mais assez amusant au début pour nous tirer un petit sourire. Après, le casting parle de lui-même, fait de second couteau efficace du cinéma, ou de gueules qui font partie de la bande de l'humoriste, qui marche bien, accompagné par le DJ Jal, qui tient bien son personnage mais a clairement du mal à le faire tenir sur la longueur du métrage. C'est pas le pire de la comédie française, clairement, mais c'est loin d'être le meilleur également. L'animation anglaise se fait très rare dans nos salles. On a de jolis représentants, comme notamment les très grands studios Aardman, les rois du stop motion et d'une animation à l'ancienne qui fait plaisir. Mais sinon, il est vrai que l'on a de moins en moins de longs métrages d'animation anglais qui semblent sortir du lot pour débarquer dans nos salles françaises malheureusement. Mais heureusement, ainsi se pose le film de Neil Boyle et Kirk Hendry comme une œuvre sortant de l'ordinaire, ne cherchant pas forcément à sonner comme très original par son récit adapté d'un roman jeunesse qui ressemble beaucoup à un certain Robinson Crusoe, mais il faut bien avouer que les deux auteurs ont su développer une belle animation, originale et détonnante dans son genre, pas toujours très fluide mais atypique et symbolique, donnant lieu à une jolie aventure pleine d'émotions qui sonne comme un beau voyage. Le tout magnifiquement emmené par un doublage vocal parfait qui, que ce soit en français ou en anglais, est très bien emmené. Emily Holmes emmenant très bien cette VF dans le rôle de Michael, aidé par le doublage dans toutes les langues de l'excellent Ken Watanabe. Un beau film, touchant et impactant, et surtout très émouvant. Ouf. Vous la sentez la comédie un peu trop borderline là? Ah, franchement, on s'en doutait que cela arriverait un jour, ce genre de comédie. Il y en a même certains qui ont réussi à se la jouer Simpson dans l'âme au moment où les tests dans ce genre se sont popularisés. C'est dire à quel point parfois le cinéma français est particulièrement prévisible et surtout peu original dans ses idées de comédie. Ainsi, Julien Hervé produit, écrit et réalise une comédie basée entièrement sur cette idée assez saugrenue de jouer avec les origines d'un groupe de personnages extrêmement clichés, le temps d'un moment de cinéma qui aurait été drôle s'il ne durait pas 1h30, tant clairement au bout de 30 minutes de métrage, on a fait le tour, on a bien rigolé, et on ne trouve pas encore le temps trop long. Mais clairement, il faut avouer que l'œuvre est lourde, pas foncièrement ratée, mais simplement faible dans son traitement et sa construction. Et ajoutons que le casting n'est jamais surprenant dans son genre, Bourdon et Clavier n'étant pas mauvais, mais ne proposant rien de plus que ce qu'ils nous ont déjà offert, Bourdon campant exactement le même personnage que dans Chasse gardée par exemple. Bref, c'est pas du tout utile, sans être non plus une purge. Certains films ressemblent un peu trop à des trucs qu'on a déjà vus par le passé. Et dans le genre ici, on a un concept de film très sommaire et sans grande originalité au travers d'un film accompagnant un message écologique et animalier clair, le temps d'un moment de cinéma sonnant clairement beaucoup plus comme une aventure pour les plus jeunes que comme une réelle possibilité d'aventure surprenante. Gilles Demestre revient donc dans un genre qu'il a déjà conquis par le passé, le temps d'un moment plutôt entraînant dans sa catégorie, mais qui sonne tout de même comme un récit très classique et sans grande surprise, se basant en grande partie sur un récit développé par sa propre fille, pour un moment d'aventure qui marche durant un certain temps, avant de rapidement sonner comme du déjà vu et du déjà créé à l'appel, qui amusera certainement les plus jeunes, sans difficulté, mais qui ne surprend jamais réellement les spectateurs habitués du genre. Après, le casting fonctionne assez bien avec sa brochette de personnages un poil caricaturaux, ou la jeune Lumi Polak, extrêmement convaincante dans le rôle titre, qui donne une vraie accroche pour le jeune public à cette aventurière pleine de ressources. Jamais surprenant, mais assez divertissant au final. L'actualité vibrante nourrit forcément le 7e art.
Et les auteurs par là même, qui ne cherchent pas uniquement à raconter des histoires dans l'air du temps, mais qui cherchent à aller beaucoup plus loin en questionnant notre regard sur l'actualité, en questionnant les points de vue et en cherchant par là même à nous emporter dans une grande et profonde réflexion sur notre époque. Agnieszka Holland nous offre un nouveau brûlot politique et moderne particulièrement riche et ancré dans une actualité qui fait froid dans le dos, le temps d'un moment de 7e art pouvant sonner comme un peu lourd émotionnellement et parfois peu subtil dans son approche dramatique et narrative, mais qui donne tout de même lieu à une œuvre forte, intense, souvent difficile à regarder tant elle semble crédible et réelle pour un moment de cinéma qui marche et qui investit dans ce récit partagé très juste. Ajoutons que l'ensemble du casting s'en sort bien, tous les acteurs délivrant des prestations renversantes et fortes, dominés tout de même par la présence de Maja Ostaszewska, qui s'empare d'une grande majorité du long métrage avec une interprétation terriblement juste et très émotionnelle. Un film poignant, moderne et très dur par moments. Et là, c'est le drame, selon beaucoup de gens, je dois avouer. Disons que sur le papier, le nouveau film de l'univers développé par Sony en partenariat avec Marvel n'est pas très intéressant, se focalisant sur un personnage dont on ignorait complètement l'existence pour les non-adeptes jusqu'à présent, pour une œuvre cherchant à renouer avec la créativité après Morbius et Venom 2. Malheureusement, S.J. Clarkson nous offre un film maladroit, sonnant plus comme un trip nostalgique, nous ramenant dans la fin des années 90 et le début des années 2000 en termes de style, d'esthétique et de choix dramatiques, pour un ensemble qui amuse pendant quelques minutes, avant de rapidement sonner comme du réchauffé excessif et un peu à côté de la plaque, donnant lieu à un divertissement dans la pure veine de ses aînés, convoquant le ringard d'un Morbius et le cliché d'un Venom, sans jamais dépasser ce stade-là malheureusement. Le film n'étant clairement pas aidé par un casting totalement aux fraises, emmené notamment par une Dakota Johnson qui ne joue pas, qui se laisse porter par le film et qui ne cherche jamais à créer un personnage ou à simplement nous embarquer avec lui, ce qui fait un peu de la peine quand même à voir. C'est fade, tout simplement. C'est pas non plus une énorme catastrophe, hein. C'est juste extrêmement banal. C'était clairement pas nécessaire. J'ai rien d'autre à ajouter. Mais bon, le cinéma français ne fait pas toujours ce qui est nécessaire, mais plutôt ce qui lui permet de rameuter un maximum de spectateurs dans les salles, proposant ainsi des moments de divertissement pouvant clairement laisser sur le banc de touche, même si ici le premier film était plutôt sympathique qu'antipathique. Pour autant, la suite dirigée par Claude Zidi Jr., mon némésis depuis ses deux profondément mauvais films sur les dégains, dirige un moment de 7e art qui ne cherche jamais à surprendre, qui peut faire rire par moments, mais qui souffre de tout ce que l'on peut profondément détester dans une œuvre qui considère que de petites aventures valent mieux qu'un scénario bien construit et fourni, proposant ainsi un moment de cinéma pauvre, sans profondeur, ou même simplement relief dramatique laissant des personnages plats se laisser bercer par un long métrage qui ne réussit à surprendre que dans ses 20 dernières minutes. Et du côté casting, tout le monde semble offrir le minimum syndical, personne ne cherchant à se transcender ou simplement à donner un peu plus que la moyenne pour porter le film, donnant ainsi lieu à des interprétations médiocres ou très moyennes, Kev Adams en tête, pas du tout à la hauteur de son héros dans le premier. C'est mou, ça a peu de saveur, et ça a clairement aucune énergie contrairement au premier. Bon, il est évident que de ce côté-là, on s'attendait à rien. Franchement, quand la bande-annonce a été lâchée, et qu'on a tout de suite pris conscience de l'idée qui était au départ du projet, et du film qui pouvait en découler, rien ne semblait aller du côté d'une super production comique qui semblait plus miser sur les enfants que réellement sur un public beaucoup plus large. Rim Kérissi revient à la mise en scène pour une comédie un poil ringarde, un poil lourde, un poil excessif dans sa conception de l'humour, et dans sa manière de développer son aventure pour un tout dramatique et cinématographique pas du tout innovant, qui reste un minimum prenant pour le public, cible donc, mais qui pour les adultes sonne rapidement comme un moment de 7e art très lourd où les blagues sont souvent téléphonées et peu créatives et où l'on ressent clairement un manque d'inspiration dans la manière de construire l'histoire complète. Après, le casting n'est pas non plus si horrible que cela, hein. Artus et Inès Reg s'amusant bien dans le doublage des deux animaux et du Bosque et la Chose s'éclatant à merveille. Mais il faut bien reconnaître que Kérissi ne détonne pas du tout dans l'ensemble, usant un peu du même personnage depuis de trop nombreuses années et ça commence à peser. C'est divertissant pour les plus jeunes et c'est assez ennuyeux pour les adultes qui sont juste à côté. Il n'est pas facile pour un réalisateur de jouer avec les larmes.
Il y a des auteurs qui s'en font des spécialistes, des amateurs de coulures sur le bord de la joue qui donnent parfois le sourire, parfois qui font extrêmement mal, mais qui font du bien aux spectateurs, et parfois simplement la bonne petite lamichette au bord du visage qui tord un peu le cœur, mais qui donne également du baume à celui-ci. James Hawes a choisi d'aller dans cette dernière direction en nous offrant le récit de Nicholas Winton, un homme qui au début des années 40 a décidé de faire tout son possible pour sauver des enfants alors que la guerre commençait à faire rage au cœur de l'Europe, pour un moment d'émotion très classique, pas du tout novateur dans sa catégorie, mais qui réussit tout de même à sonner comme un petit moment d'émotion assez maîtrisé par son réalisateur pour sembler prenant et entraînant, du haut tout de même de son heure et de ses 50 minutes. Surtout, il faut bien avouer que c'est la présence charismatique d'Anthony Hopkins et de Johnny Flynn pour sa version jeune qui font que le métrage est vraiment entraînant et surtout qu'il parvient à nous impacter émotionnellement de tout son long. Un film d'émotion, pas grand chose de plus, mais ça se tient dans son genre. Cela semblait très énigmatique comme projet. Déjà par le fait que Xavier Legrand n'ait quasiment rien offert au cinéma depuis son très grand Jusqu'à la garde, datant tout de même de 6 ans déjà, et surtout que sur le papier, on ne savait finalement pas grand chose de ce que le cinéaste avait envie de raconter avec l'histoire de ce designer allant rejoindre son père. Au bout du compte, le film est une belle surprise, prenante, haletante, violente et noire, qui parvient par ses prémices mystérieuses et sa base dramatique floue à constamment nous étonner, en ne partant jamais trop loin pour sonner comme lourd, en ne cherchant jamais la facilité au risque de peut-être par moments sonner comme un peu trop macabre, mais offrant grâce à cela aux spectateurs une véritable et intense plongée dans la psyché d'un héros difficile à pleinement cerner et suivre, mais parvenant à totalement nous prendre par son parcours renversant de retournement de situation. Cela étant parfaitement aidé par la présence très charismatique de Marc-André Grondin, terriblement parfait en tête d'affiche de ce métrage, l'acteur québécois parvenant à la perfection à nous emporter du début à la fin de ce récit par une prestation juste folle. Un très bon thriller dramatique qui prend bien nos tripes comme il faut. Pour du concept, on en aurait presque l'idée là quand même. Parce que franchement, je ne vois pas comment on peut imaginer ce genre d'histoire sans avoir un minimum de folie et de créativité tout de même à la base d'un tel récit qui en plus se base en partie sur une réalité historique qui ferait presque froid dans le dos si elle n'amusait pas avant tout les spectateurs dans sa promesse. Mais après, dans les faits, la nouvelle comédie de Fred Cavaillé a du mal à tenir la longueur, se posant comme une amusante blague qui ne réussit pas à se transformer en plus que cela au fur et à mesure de son avancée dramatique, souvent proche du manque d'imagination tant finalement, les prémices de ce concept rigolo se fondent ensuite dans un moment de cinéma poussif où la comédie n'est que rarement au rendez-vous et où la plupart du temps, on ressent plus une impression de loupé que de réelle mise en place dramatique ou comique. Après, le film est plutôt bien emmené par son casting sans jamais être forcément plus brillant ou surprenant que cela, Danny Boone offrant encore et toujours le même type de personnage, et Commander étant assez drôle mais sans véritable étincelle dans un rôle qui marche mais sans plus. Au final, c'est loupé sans être forcément ultra mauvais. C'est juste bof quoi. Il n'est pas simple de parler de la vie, de manière très générale. Que celle-ci soit dense, que celle-ci soit noire, qu'elle nous incite à regarder notre prochain avec mépris, avec amour, avec affection ou simplement la laisser avancer sans que l'on essaye plus que cela de l'impacter, mais qu'elle nous rappelle qu'elle possède son propre rythme et que nous devons simplement nous y habituer. Abderrahmane Sissako revient, 10 ans tout de même après Timbuktu, pour une nouvelle production de cinéma qui sonne comme déconcertante, que ce soit par son fond, cette jeune femme débarquant à Canton et cherchant à se faire une place dans une nouvelle société, que ce soit le propos du film, la reconstruction émotionnelle après un trauma amoureux, ou que ce soit par la manière avec laquelle le réalisateur choisit de développer ce récit, tout semble là pour donner lieu à une œuvre intrigante, mais que le metteur en scène ne maîtrise jamais pleinement, pour un ensemble qui ne transporte que rarement et qui surtout laisse perplexe quant à sa fin. Après, Nina Mello est magnifique en tête d'affiche de ce métrage, la jeune femme apportant un semblant d'âme évident à l'ensemble du film et donnant lieu à de très nombreuses belles scènes. Un film maladroit et bancal, malgré, il faut le reconnaître, une bonne base. On aime jouer avec les personnages historiques, non ? Que ce soit pour porter un regard sur notre société moderne par le biais de la condition de ces différents héros qui ont traversé les époques pour arriver jusqu'à nous, que ce soit simplement pour divertir les spectateurs et ainsi les amuser avec une certaine idée de la reconstitution, ou pour mêler un peu ces deux propos.
Isabelle de Brocard nous propose un regard surprenant sur une femme qui est devenue une écrivaine un peu malgré elle au travers des lettres qu'elle a envoyées à sa fille, pour une jolie réflexion sur l'émancipation féminine dans une époque peu permissive par rapport à cela, le tout donnant lieu à une œuvre très anecdotique dans sa forme, qui réussit à briller par un travail des décors et de l'ambiance qui sonne comme assez bien, mais qui ne détonne jamais forcément tant que cela, pour un tout cinématographique qui reste simple pour étonner le spectateur, mais assez divertissant en somme pour marcher au bout du compte. Et puis surtout, le film doit beaucoup aux présences envoûtantes de Karine Viard, toujours aussi impressionnante, et Anna Girardot, les deux femmes donnant un petit plus à ce film, qui aurait pu sonner comme un peu plus banal si elles n'étaient pas là. Un film sympathique, mais rien de plus. L'un des gros outsiders des prochains Oscars, clairement. Car s'il ne part pas comme favori, il est tout de même présent dans de nombreuses catégories, 5 pour être précis, donnant ainsi très envie de voir ce que cela pouvait donner, même si clairement, encore une fois, le fait que MGM ait un contrat avec Amazon Prime rend l'expérience un peu triste quand on sait que le film avait un potentiel sale très cool. Cord Jefferson nous emporte dans un périple de personnages autour de la représentation de la culture afro-américaine dans le monde de la littérature populaire, pour une œuvre qui interroge, qui passionne quant aux stéréotypes de notre époque et aux clichés faciles qui peuvent porter les opinions de beaucoup, soit par excellence une œuvre dans l'air du temps. Pas forcément toujours parfaitement maîtrisée, mais dont l'humour corrosif et les blagues sacrément bien senties, emmenés par un punch et une énergie dramatique et satirique qui fonctionnent à la perfection, donnent vraiment un petit truc en plus à ce moment de cinéma passionnant. Et rajoutez par-dessus cela que le casting est juste parfait, emmené par un Jeffrey Wright qui prouve une nouvelle fois qu'il est un grand, très grand acteur et qu'il mérite largement plus de têtes d'affiche, tant il donne ici un cachet indéniable à ce long métrage par le biais d'une interprétation qui le rend jouissive à suivre. Un film détonnant, surprenant et plein de modernité. Tout ce que j'aime. Bon, ça va. Ce fut un rattrapage qui fut digeste. Bravo encore une fois si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est une petite victoire pour les nombreux films que je vais voir dans les salles de cinéma ou que je mate chez moi. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.